Bonjour, donc je suis, Henri Béguin, donc je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap, sur l'Académie de Paris. Donc le rôle de l'accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est d'accompagner les élèves, sur le temps scolaire, des élèves qui ont une reconnaissance de handicap et qui ont reçu une notification de droit de la part de la maison départementale des personnes handicapées. Le but de cet accompagnement, c'est de favoriser l'inclusion en milieu ordinaire des enfants et de leur permettre une meilleure réussite dans leurs études et également éviter, que ces enfants, soient en échec scolaire ou arrivent dans des structures, spécialisées quand il n'y a pas le besoin de le faire. Voilà, favoriser au maximum, l'école inclusive, qui est l'école, où on peut côtoyer des enfants neurotypiques, des enfants, qui ont des troubles 10, des enfants qui ont des troubles moteurs, tout le monde. Voilà. Je pense qu'on peut commencer la Voilà. Donc j'ai fait un petit peu en 3 parties. Donc qu'est-ce que le TDAH et comment nous, justement, on est confrontés à ça? Objectif et intérêt de sa prise en charge et outils pratiques à mettre en place. Oui, donc alors, sur cette première partie, j'ai voulu justement, montrer un petit peu les stéréotypes, auxquels, nous aussi, élèves, enfin AESH, on est, soumis. C'est des stéréotypes, trompeurs vis-à-vis, des enfants qui souffrent d'un TDAH, c'est-à-dire qu'on va nous dire que c'est des enfants mal élevés, que c'est un enfant roi, que c'est un cancre, c'est un fainéant, c'est un peu le regard de la société. Mais ce qui est aussi un petit peu embêtant, c'est que c'est aussi un regard qui peut être donné par le corps enseignant et aussi par toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. Cette impression-là est assez partagée dans la société et puisqu'on est tous concernés, justement sensibles à cause du handicap, on sait bien que c'est totalement faux. Voilà, donc je vais venir un petit peu, plus précisément à ce qu'est réellement le TDAH. Donc, c'est un trouble qui est étiqueté et reconnu par les organismes de santé, que ça soit l'OMS, donc la sécurité sociale et qui est diagnostiqué par, le, DSM-5, donc voilà. Et on va avoir en fait 3 profils différents. Des enfants hyperactifs, des enfants inattentifs et des profils mixtes qui vont justement, avoir à la fois, de l'hyperactivité et de l'inattention. Je voulais justement, revenir un petit peu sur, les éléments qui peuvent, nous laisser, nous orienter vers un éventuel, diagnostic. Donc il y a un 1er point, c'est sur, l'attention. C'est des enfants qui vont, très facilement, se laisser distraire par, ne serait-ce que ce qui peut se passer à la fenêtre, ce qui peut se passer dans la classe, les bruits de couloir. C'est des enfants qui vont, justement avoir des stratégies d'évitement vis-à-vis, des tâches, répétitives. Il faut comprendre que pour eux, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose limite de douloureux, donc forcément, on va, nous, si jamais, marcher, sur des pointes, ça nous fait mal, on va éviter de le faire. Voilà, un enfant qui a un TDAH, il va avoir les mêmes stratégies d'évitement, sur ce qui va lui poser, problème. Et également, c'est des enfants, qui sont, désorganisés. Ça, on va le voir au niveau, de l'espace de travail, la trousse est pas bien positionnée, le cahier est mis n'importe comment, c'est, le bazar dans le sac, il trouve pas ses affaires et cetera. Bon, on peut passer à la slide suivante. L'impulsivité, c'est, un petit peu ce qu'on va, voir, on va voir un petit peu justement, des enfants, qu'on va caractériser, voilà, de mal élevé, mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à se retenir et voilà. Donc c'est des enfants qui vont, répondre trop vite, c'est-à-dire avant que la question soit finie ou je crois que quelqu'un a ouvert son micro, j'entends un écho. Charles, s'il te plaît, mets-toi en mute. Voilà. C'est des enfants aussi qui vont couper la parole. Ça se, voit en classe souvent, où, l'enseignant est en train d'expliquer quelque chose et avant qu'il ait fini, l'élève va poser sa question ou, faire une remarque. Voilà. Au niveau de l'hyperactivité, ça va être des enfants qui vont, bouger sans cesse, vont avoir, par exemple, ce qu'on va appeler le syndrome des jambes sans repos. Heu, Ils n'arrivent pas à rester en place, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, par tous les moyens à pouvoir, bouger, aller, chercher des mouchoirs, aller tailler leurs crayons et cetera. Et voilà, ça, c'est les différents signes qui peuvent nous orienter vers un TDAH et ce qui est important, c'est que ces signes durent depuis plus de 6 mois.
Ça peut être quelque chose de passager parce que quelque chose se passe mal à la maison, mais si ces troubles persistent depuis plus de 6 mois, ça peut nous orienter vers un diagnostic de TDAH. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, alors je vais parler un petit peu, donc en France, comment ça se passe, le diagnostic et la reconnaissance du TDAH. Donc, ça va d'abord se faire en fait par des médecins spécialisés, que ce soit des neurologues, des neuropsy, etc., qui vont pouvoir utiliser le DSM-5, mais ça ne va jamais être le premier intervenant. La plupart du temps, c'est le médecin traitant qui va orienter au bout d'un certain temps vers un médecin spécialisé. Ça peut être quelque chose de long, avoir des places, c'est quelque chose de très très long. Il n'y a pas de chiffre exactement sur le temps qu'on met pour avoir un diagnostic de TDAH. Il n'y a pas de publication dessus, mais c'est pas très très différent de l'autisme. Et en France, ça peut mettre jusqu'à 3 ans, parfois plus, pour avoir un diagnostic posé, à partir du moment où on entame la procédure de diagnostic. Et également, ce qu'il va falloir faire, c'est un bilan orthophonique et un bilan ergothérapeute, parce qu'il peut y avoir des copathologies qui vont être associées, à savoir tous les troubles 10, mais également de la dyspraxie, etc. Voilà. Au niveau du coup de la reconnaissance institutionnelle, en France, elle va être en 2 parties. La première partie, ça va être au niveau scolaire. Donc là, ça va être fait par un médecin scolaire et avec un certain nombre d'adaptations qui pourront avoir lieu. Et la deuxième partie, donc, c'est fait par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui est une instance qui dépend de la sécurité sociale au niveau des départements et qui va justement donner qui va donner justement le taux d'invalidité de l'enfant et les droits auxquels il a le droit. Voilà, c'est vraiment un parcours du combattant pour aller jusque-là. Et nous, accompagnant les situations de handicap, on intervient quand il y a une notification de la MDPH. Donc, objectif et intérêt de la prise en charge. Voilà, il faut bien comprendre là-dessus, je voulais insister. Pourquoi mettre en place ces adaptations? C'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir des difficultés ne le fait pas exprès. C'est vraiment quelque chose qui est très, très difficile pour lui. Et donc, avoir toujours la même réponse, il faut que tu te concentres, fais un effort, tu le fais exprès, c'est pas une réponse adaptée. Donc il faut vraiment agir là-dessus. Et même nous, accompagnants d'élèves en situation de handicap, on a aussi ce travail de pédagogie à faire vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des enseignants, par exemple. Et va y avoir aussi plusieurs problèmes qui vont avoir lieu, c'est que c'est toujours les mêmes élèves qui vont être repris, l'élève dont on va entendre constamment son nom pour lui faire des réprimandes. Ça va aussi perturber et gêner d'autres élèves. Si vous avez un élève qui a un TDAH et que à côté, dans la salle, vous avez un élève justement qui craint beaucoup le bruit, ça va vraiment le gêner sincèrement. Hein. Il va être constamment mis en échec sur son comportement. Même s'il peut avoir des réussites scolaires, au niveau du comportement, il sera constamment mis en échec et stigmatisé là-dessus. Et en France, vraiment, sur la question du comportement, on a encore dans l'image du bonnet d'âne avec le cancre, avec l'élève perturbateur qu'on met au fond de la classe. Et c'est comme ça, la plupart du temps, les élèves perturbateurs, ils sont au fond de la classe. Ou alors que, justement, il faudrait mettre d'autres choses en place. Il y a également un découragement, une perte d'envie de l'élève au bout d'un moment, à force d'avoir des échecs et à force d'être stigmatisé. Les chiffres qui avaient été publiés récemment, c'était 66% des élèves souffrant d'un TDAH sont en échec scolaire. Et également, ils peuvent développer une phobie scolaire et donc vraiment être en souffrance. Donc, objectif et intérêt de la prise en charge. Donc, comme je le disais, voilà, c'est une cause massive d'échec, le TDAH. Et l'objectif, chaque année, on va essayer d'envoyer un maximum d'enfants jusqu'au niveau bac et au niveau études supérieures. Si ces enfants sont en échec, c'est des enfants qui n'iront pas forcément jusqu'au bac ou qui seront mis dans des filières qui sont vues comme moins bonnes. Donc, il y a vraiment un intérêt finalement national à traiter ces enfants parce qu'il faut que tout le monde puisse réussir. Et c'est là-dessus que je voulais inciter. C'était permettre une meilleure réussite de ces élèves, que ça soit justement rester dans le système ordinaire, éviter le décrochage scolaire, mais aussi favoriser les enseignements essentiels.
on a de plus en plus d'évaluations qui sont faites en primaire, au collège, pour les savoirs essentiels. Et le but, c'est que ces enfants puissent remplir ces différentes choses. Voilà. Donc, je voulais revenir aussi donc, sur les différentes personnes. C'était la slide d'avant, je n'avais pas totalement fini, je crois. Voilà, sur les équipes éducatives. Donc, l'équipe éducative, c'est justement toutes les personnes qui travaillent au sein de l'école. Il va y avoir à la fois, évidemment, l'enseignant, mais également d'autres personnes, une infirmière scolaire, s'il y a de la chance d'en avoir une disponible sur le bâtiment, un médecin scolaire et un psychologue. Et c'est toutes ces personnes plus l'AESH qui peuvent intervenir, faire une prise en charge. J'avais oublié aussi de spécifier, évidemment, le directeur d'établissement. Voilà. Prenez la suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intérêt, il faut être aussi très pédagogue, dialogue vis-à-vis des parents et dialogue vis-à-vis également des enseignants. La plupart du temps, comme je vous l'ai dit, le diagnostic, il prend des années à être fait. Donc, c'est des enfants qui vont avoir été stigmatisés pendant assez longtemps et qui peuvent, du coup, leurs parents avoir une hostilité vis-à-vis du système scolaire. Ou au contraire, les parents sont également dans le même regard, à savoir que ces enfants, finalement, ils le font un petit peu exprès, etc. Donc, va falloir mettre en place un dialogue, montrer que justement les adaptations qu'on peut demander, c'est une chance et c'est pas un boulet pour l'enfant. Et il va falloir vraiment faire preuve de pédagogie. C'est l'enseignant qui va devoir avoir des réunions avec éventuellement le médecin scolaire, etc., pour mettre les choses en place. Ça se passe parfois de façon très lente, pas forcément toujours bien, mais c'est quelque chose sur lequel il faut insister, être pédagogue vis-à-vis des enseignants et pédagogue vis-à-vis des parents, tout ce qui entoure l'enfant finalement. Voilà, je voulais revenir du coup sur les différentes stratégies et les plans qu'on a en France là-dessus. On peut aller à la slide suivante, je crois. Voilà. Donc les différents plans, et là je vais faire justement un partage d'écran, si ça va marcher. Voilà, je vais présenter partage d'écran. Excusez-moi, je vous mets la bonne, choisir le plan, voilà. Donc évidemment, en France, on est les spécialistes de la complexification administrative. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs plans qui existent en fonction de ce qu'il faut faire pour l'enfant. Donc, j'ai pris uniquement des informations officielles soumises par des académies. Donc, nous, ce qui va nous concerner, c'est à la fois ces trois-là, PPS, PAP et PPRE. Voilà. Donc, le PPRE, c'est un plan... c'est un dispositif assez léger qui va permettre justement, si des enfants ont quelques échecs, quelques difficultés, que ce soit des difficultés sociales passagères ou des difficultés dues à un trouble, de permettre à l'enfant bien d'être accompagné, de mettre en place éventuellement des cours après, le soir, de le décharger de certaines matières, etc. Le plan d'accueil personnalisé, c'est quelque chose là qui va être interne à l'établissement, qui va déjà permettre plus de choses. Ça va permettre, par exemple, le fait d'avoir du matériel personnalisé, également permettre l'intervention de personnel extérieur, éventuellement une orthophoniste ou un éducateur spécialisé qui va pouvoir venir observer l'enfant ou travailler avec lui sur un certain nombre de temps. Et enfin, le dernier, qui va être celui qui va nous concerner directement, le PPS, projet personnalisé de scolarisation, qui intervient uniquement quand il y a une décision de la MDPH, comme je vous en ai parlé. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a justement différents degrés qu'on peut mettre en place d'accompagnement et qu'il faut choisir le meilleur. Donc maintenant, c'est où trouver les différentes ressources si jamais on se retrouve dans la situation où on a un enfant en situation de handicap atteint d'un TDAH.
Donc, il y a à la fois les RASED dans l'éducation nationale, c'est les réseaux, ce sont des réseaux d'experts, enseignants et psychologues qui vont pouvoir intervenir sur demande de l'enseignant en classe pour essayer d'apporter des solutions. Voilà. Aujourd'hui, en France, l'éducation est en crise. Malheureusement, les RASED, ils sont parfois très compliqués à joindre et donc les enseignants sont obligés de trouver des solutions par eux-mêmes. En tant qu'AESH, on a également des AESH spécialisés sur ces domaines qui peuvent nous conseiller et nous mettre en relation avec différents spécialistes si justement notre accompagnement n'est pas optimal. Le deuxième type de personnes qui peuvent intervenir, ce sont les intervenants extérieurs. Donc voilà, j'ai mis les CESAD si jamais il y a en plus de ça un autisme ou quoi que ce soit, les CMPP, les CMP et éventuellement des psys, des orthophonistes en libéral, etc. Et si jamais justement on a fait un plan permettant leur intervention, ils peuvent intervenir en classe et sinon il y a toujours possibilité de dialoguer avec eux si justement les parents permettent qu'on puisse faire la liaison. Quelque chose que je n'ai pas spécifié, c'est que évidemment tout ça se fait avec la volonté des parents et avec leur accord. Je voulais du coup revenir sur d'autres ressources qu'on peut avoir. Donc des ressources internet, c'est souvent la première source qu'on va avoir. Donc j'ai mis en fin de slide quelques sites qu'on peut trouver. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes. Je vous donne ça tout de suite. Voilà, différentes. Henri, à la fin de ta présentation, je crois qu'il y a les... Ah oui, je remets ta page. Voilà, je vous ai mis par exemple des outils qui sont très utiles, qui permettent en fait de faire lire en couleurs, donc avec les phonèmes qui sont séparés par différentes couleurs. Et il y a des blogs, je vous conseille notamment d'aller sur un blog que je vais vous montrer tout de suite, qui est Optoy, qui est un très très bon blog. Donc normalement ça devrait marcher. Voilà, qui est un site internet qui va proposer du matériel du matériel d'adaptation à l'origine vraiment destiné au cas de l'autisme, mais qui va être aussi tout à fait utile pour les enfants souffrant de TDAH, comme des minuteurs, comme justement je reviendrai un petit peu, voilà, ce qu'on voit là, ce sont des renforçateurs avec des contrats de réussite, avec des systèmes de points. Et évidemment, il faut à chaque fois trouver ce qui est le plus utile à l'enfant. Si un enfant, par exemple, bouge, on va voir la solution, j'en ai pas trouvé là, mais de coussin à bascule, on va voir aussi la solution d'élastique de chaise pour permettre à cette stimulation d'avoir lieu, parce qu'il en a besoin, mais sans qu'elle soit gênante à la fois pour lui, qu'il puisse quand même suivre, et sans qu'elle soit également gênante pour la classe. Voilà. Je vais du coup revenir sur les derniers slides. Voilà. Donc, adaptation et différenciation, on peut avoir justement une question qui va se poser, c'est la question du placement dans la classe. C'est comme les mariages, hein, c'est très compliqué de placer chacun parce que chacun a sa particularité, mais il va falloir essayer de trouver une place de l'enfant qui soit à la fois assez où il n'y ait pas de perturbation, c'est-à-dire par exemple pas le bruit de couloir, pas trop près de la fenêtre parce que ça peut également le distraire, pas trop près d'un enfant également agité, avec une vue directe sur le tableau. Ça, c'est des conseils assez généraux qu'on peut donner. Et également, voilà, le placement est quelque chose d'assez important. On va voir aussi les outils que je vous ai montrés, voilà, à mettre en place. Également, éventuellement, des rangements par couleur avec des casiers par couleur. Plein de petites choses à mettre en place. En tant qu'AESH, très souvent, on arrive à avoir plus d'expérience que les enseignants parce qu'on a déjà vu plusieurs personnes, plusieurs enfants avec ces troubles. Et donc, on peut aussi conseiller, orienter l'enseignant là-dedans. Voilà, donc ça faisait partie des renforçateurs avec les contrats
qui vont donner des objectifs clairs et qui vont permettre aussi à l'enfant de voir sa progression. Et ça, c'est important, que l'enfant voit qu'il peut être en réussite sur le comportement. Enfin, la dernière chose, c'est la différenciation pédagogique. Donc, il va falloir justement enseigner un petit peu différemment avec justement un séquençage, c'est-à-dire que la tâche est demandée en séquences qui se suivent de façon claire, diviser entre guillemets l'exercice demandé. La discrimination, c'est ce que je vous ai montré avec la lecture par couleur, et également une clarification, c'est-à-dire que la consigne doit être le plus claire possible et pas se dire l'enfant va comprendre, va interpréter, etc. C'est assez intéressant quand on est avec un enfant TDAH de se rendre compte que finalement les consignes ne sont pas claires et il faut se mettre dans la tête des enfants pour essayer de voir ce qu'il en est, ce qu'ils peuvent comprendre. Voilà. Slide suivante. Le rôle spécifique de l'AESH, nous, ça va être déjà de permettre de voir comment les choses se passent. Moi, je conseille toujours de faire d'abord une observation distancielle, c'est-à-dire se mettre à distance de l'enfant et voir, sans notre aide, ce qu'il fait et ce qui est en place. Et ensuite de ça, d'identifier ses difficultés et les moments où on doit intervenir. Notre but, c'est toujours de favoriser l'indépendance, c'est le point sur lequel je reviendrai à la fin. Donc, s'il n'y a pas besoin qu'on intervienne, ça sert strictement à rien qu'on soit là à intervenir. Ça va plus perturber un enfant qui a un trouble de déficit de l'attention. Et donc, voir justement avec les différentes stratégies qu'on va mettre en place, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, faire les retours à l'enseignant et essayer de mettre en place la meilleure chose. La deuxième partie, justement, ça va être la guidance. C'est-à-dire que c'est une fois que tous les outils qu'on a mis en place, passifs, ne suffisent pas forcément, ça va être justement une guidance, c'est nous qui allons dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Donc ça va être également l'aider à ranger sa table, lui enlever ses trousses, etc., pour qu'il soit le moins perturbé possible. Et il va falloir favoriser une guidance non verbale. La guidance verbale, c'est-à-dire par les mots, c'est la chose la plus difficile à s'en passer et ça va également perturber la classe. Voilà. S'il y a un deuxième adulte qui parle, c'est toujours compliqué. Donc ça va être à devoir utiliser des pictogrammes. Je vais vous montrer mon site. Voilà, je fais partage d'écran à nouveau. Non, excusez-moi, je ne... Non, c'est pas encore partagé, là. Non, oui, je vois ça. Alors là, je ne l'ai pas. Bon, je vois là, c'est picto-autisme. C'est qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont concernées par l'autisme. Vous voyez très bien ce dont on parle et c'est des outils qui sont très pertinents à mettre en place avec des enfants qui ont un TDAH dans une salle de classe parce qu'ils sont visuels et donc du coup, ils évitent simplement de parler. Et quand même, on veut éviter au maximum de perturber. Et voilà, évidemment, favoriser, c'est le dernier point sur lequel je voulais insister. Le but, c'est que l'enfant, déjà, quand il a 18 ans, notre prise en charge, elle s'arrête, il quitte le système scolaire. Donc, c'est vraiment favoriser l'indépendance parce que des gens coûtent cher, hein, forcément, et que la réussite, elle sera toujours meilleure quand elle vient de l'enfant. Et elle sera toujours plus valorisante pour lui. La plupart des enfants qui ont des troubles, quand ils voient qu'ils réussissent par eux-mêmes avec les outils qu'on leur a donnés, ils sont très très fiers d'eux et notre travail est aussi d'insister sur cette fierté. Voilà. Et là, je vous ai mis justement quelques liens assez officiels, donc ameni.fr, monparcourshandicap.gouv, etc. et des sites qui sont très très bons. La plupart, que ça soit Je suis un as ou ça va être à l'origine des sites qui vont être faits pour les enfants autistes, mais justement où ils ont développé des outils spécifiques au TDAH. Lire en couleur, ça va être justement sur les troubles associés 10, mais qui vont permettre une meilleure différenciation des choses, etc. On voit qu'en fait, le TDAH est un petit peu au milieu d'autres troubles qui peuvent apparaître et qu'il faut le traiter assez globalement. Voilà. Et je voulais enfin vous remercier tous de m'avoir écouté et vous souhaiter une très bonne journée.
Merci beaucoup, Henri, pour ta présentation. On ne peut plus édifiante en ce qui concerne les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et j'ose croire que Jeanne, de la Maison Bleue de Julien, a pris beaucoup de notes. De toutes les manières, toutes les présentations peuvent être après relues sur notre site internet, la page bonus, donc sur www.infomaladiesrares.org. Et dans la rubrique bonus, il y aura d'ici lundi, le temps de mettre ça à l'intérieur, il y aura toutes les présentations qui ont été faites aujourd'hui. Vous pourrez les retrouver là-bas, bien évidemment. Et aussi sur notre page YouTube et même sur la page Facebook aussi, vous pourrez revoir cette visioconférence d'éducation thérapeutique et sociale du patient, plus sur la page YouTube. Donc, Info Maladies Rares, tout en majuscule, tout au singulier.